Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e podcast, il me semble. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Jo et Arthur, alors Jonathan, désolé, et Arthur, qui sont de l'entreprise Ozum, ou Ozum, on peut dire un peu de... Les deux prononciations sont bonnes. Et du coup, donc c'est une petite entreprise de développeurs, et on va parler d'un système, d'une idéologie, on va dire, très intéressante, qui est l'entreprise libérée. Donc voilà, le titre, comment les salariés prennent le contrôle. Donc il faut savoir, juste pour remettre un peu de contexte, que du coup Jonathan est salarié de l'entreprise. Tout à fait. Je ne crois pas que tu es de part. Non. Et du coup voilà, Arthur qui est le fondateur de la structure. Mais je vais vous laisser vous présenter parce que c'est vous qui vous connaissez mieux. Et les patrons d'abord. C'est gentil. Donc oui, Arthur, fondateur du coup de l'entreprise Ozum. Donc nous on est des développeurs web et on crée, on conçoit, on maintient des sites et des applications web en essayant de prendre en compte l'impact écologique que peuvent avoir ces outils numériques, quoi. Donc en essayant d'écrire du code de qualité, réutilisable, des choses comme ça, et en se basant sur des référentiels. Donc voilà, on a toujours été développeurs. Enfin moi j'ai toujours été développeur et là on essaye de prendre un peu ce virage qu'on dit de l'éco-conception. Moi j'aime bien dire que c'est tout simplement du bon sens, quoi. Et voilà, du coup, depuis plusieurs années maintenant je travaille avec Jonathan. Depuis presque 3 ans maintenant. Voilà. Déjà. Et d'ailleurs, un des premiers projets sur lesquels j'ai travaillé, c'était pour Préventis, le logiciel au risque. C'est vrai, c'est pour ça qu'il est si bien fait. Et du coup, Jonathan, ça fait 3 ans que je suis chez Ozum, 5 ans que je suis développeur maintenant. Et avant ça, un petit détour sur l'office management, les RH, oui, tout ça. T'as une vie très fournie. Ouais, j'ai fait 2-3 trucs avant. T'as fait beaucoup de choses. C'est ça qui est bien aussi, je pense, parce que là, tu vas avoir un avis en tant que salarié, mais aussi en tant que quelqu'un qui connaît un peu l'écosystème du RH et de tout ce qui tourne autour. Tout à fait, c'est vu d'autres façons de procéder aussi dans d'autres entreprises. Ouais, voilà. Exactement. Ok. Qui c'est qui veut nous expliquer un peu l'entreprise libérée? C'est pas moi qui vais le faire. Je vais essayer de le faire. Donc, comme tu disais, une idéologie, le mot est un peu oui, fort. Hein. Je suis allé fort au début. T'es allé fort. Non, après, en fait, ça vient surtout, le mot entreprise libérée, il y a sûrement des théories qui ont été bien établies avec une littérature assez certaine. Nous, l'idée, c'est pas du tout d'avoir quelque chose justement de rigoureux ou de s'appuyer là-dessus, mais c'est plutôt les concepts qu'il y a derrière. Donc, la base de tout, déjà, ça va être la confiance. Avec John, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, on sait qu'on a une confiance qui est totale et qu'on peut s'appuyer l'un sur l'autre. Et après, c'est surtout venu en fait l'idée de l'entreprise libérée par opposition à toutes les entreprises traditionnelles. Moi j'ai travaillé dans des sociétés de services avant de fonder l'entreprise, donc maintenant on appelle ça des ESN. On ne nommera pas, mais c'était Capgemini par exemple. C'était pas Capgemini, mais c'est du même style. Et on peut en citer plusieurs. Hein. Oui. Sopra, Alten, Capgemini, Alten. Donc ouais, en fait c'est des grandes entreprises comme ça où il y a beaucoup de consultants et des gens qui travaillent sur des projets avec des niveaux hiérarchiques très établis, des gestions, des chefs de projet, des N+1, des responsables de projet, des directeurs de projet. Avec des entretiens annuels, des gestions des augmentations, des cadres assez rigides, des périmètres de compétences assez clairs, quoi. Et en fait, quand j'ai fondé ma structure, par opposition un peu à tout ça, en fait, parce que je me retrouvais tout simplement pas, quoi, c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressaient, de se dire pourquoi on ne mettrait pas plus de flexibilité, plus de responsabilité pour les salariés, tout un tas en fait de petites pratiques, de petites choses du quotidien. Mais ça m'est plutôt venu de l'expérience des entreprises passées que de la lecture du guide de l'entreprise libérée, des choses comme ça, quoi. C'était vraiment au fond de toi, tu t'es dit je veux pas faire vivre aux salariés. Exactement, c'est ça. C'était moi j'ai pas kiffé cette expérience-là, donc si jamais je dois embaucher des gens, j'aimerais pas qu'ils aient cette expérience-là, quoi. Et est-ce que c'est pour ça que t'es parti au final du salariat? Sûrement une des raisons, hein, c'est peut-être pas. Ça doit être une des raisons. Le fait que ça soit assez fermé en termes de compétences et qu'on puisse pas explorer un peu des univers, surtout dans la tech où on aime bien aller chercher le nouveau langage, la nouvelle librairie, les choses comme ça. Là, c'était plus dur dès qu'on veut évoluer. Il y a une inertie, ça prend plusieurs mois, 3, 4, 5 mois des fois, juste pour changer de projet, de faire des trucs.
Donc ouais, je pense que ça va participer. Tout va lentement. Voilà, ouais, c'est ça. Les décisions, il faut que ça remonte, ça soit validé, survalidé, revalidé. Donc toute cette inertie-là, ouais, ça a été une des raisons, je pense, de part du salariat. Ouais. Puis même d'un point de vue pur tech, je pense qu'en étant indépendant comme ça, tu as pu regarder plus de techno, les approfondir comme toi tu les voulais. Tout à fait, c'est intéressant sur. Ouais, en termes de compétences, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. C'est plus large, plus diversifié. Et ouais, ça c'était intéressant. Et toi, du coup, Jo, en tant que salarié, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé avant que tu arrives dans la boîte? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a séduit? Oui, totalement. On en a parlé rapidement au début. Il m'a un peu expliqué sa vision du management, même si du coup, management c'est un peu un grand mot parce que il m'a tout de suite dit que il voulait quelque chose, une hiérarchie assez horizontale où tout le monde en fait a son mot à dire sur les décisions qui sont prises dans la boîte. Vraiment donner son avis, c'est pas. Il a sa vision, mais il la partage avec nous, mais il est ouvert au retour, il nous écoute. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a convaincu en fait d'aller travailler avec elle, tu vois. Parce que les boîtes où j'étais avant, c'était beaucoup plus, t'as le manager, tu l'écoutes. Et dans certains cas, certains managers sont ouverts à certains petits retours. Oui. Mais pas tous. Et c'est assez frustrant. C'est marrant parce que ça me fait un peu penser, je sais pas pourquoi j'étais en train de penser à ça, je vais pas sortir de dingue du débat, mais je sais qu'Arthur tu joues au foot et pour le coup j'ai l'impression que c'est un peu, en général manager, t'as le coach et les joueurs, et là vous c'est plus t'as l'équipe et le capitaine, du coup, qui joue avec l'équipe et... Ouais, c'est une bonne image, je trouve. C'est une bonne image. Si on prend l'exemple d'une équipe de foot, si on pousse la métaphore un peu plus loin. T'as le gardien. Les autres. Là, mais en fait, ça peut marcher dans les équipes de foot, mais il faut qu'il y ait les joueurs pour, quoi. C'est-à-dire que pour responsabiliser les gens, pour leur donner un peu, on va dire, de droit à la décision, il faut quand même de la compétence. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent un peu les enjeux, il faut qu'ils maîtrisent tout ça. Et faut qu'il soit pas simple exécutant, simple opérationnel, quoi. Et du coup, il y a besoin en fait d'avoir quand même cette compétence-là. Et du coup, c'est une question de profil, quoi. Donc, dans une équipe de foot, il faudrait que tout le monde soit en accord, en fait, pareil avec la philosophie de base, et que tout le monde ait les compétences pour comprendre la tactique globale, le système de jeu, les attaquants, les défenseurs, tout ça. Et dans une entreprise, c'est pareil, c'est-à-dire que ça peut pas marcher non plus avec toutes les personnes. Il y en a qui sont très bons exécutants, mais qui vont pas participer. Donc, dans la logique aussi du choix des gens, c'est important, quoi. Il faut pas dire n'importe qui peut avoir le droit à la décision, partager la vision. Ça nécessite de les former, de bien choisir les personnes. Voilà, c'est pas aussi simple, quoi. Et du coup, dans une équipe de foot, des fois, c'est bien aussi d'avoir un gars un coach qui va dire on joue comme ça. Et du coup, si tout le monde donne son avis, ça peut rajouter aussi du bruit, tu vois. Ou ça peut. Ça c'est intéressant parce que toi, du coup, comment t'arrives à savoir si tel ou tel joueur peut rentrer dans l'équipe, si je puis dire. Après, souvent, c'est du feeling et du bon sens. Hein. Ça se voit assez vite, quoi. Au bout de quelques questions. Tu sais surtout le feeling qui compte. Ouais, je pense que c'est pas mal de feeling, les premiers contacts. Ouais. Je pense que nous, pour le coup, on recrute aussi comme ça. C'est vraiment une des premières compétences. C'est pour ça que Aya de la com était mécano à la base. Tu vois, c'est vraiment. Je rigole, mais vraiment le feeling, c'est le plus important pour construire une équipe qui marche le mieux possible. Ouais. Et presque. Le savoir-être en fait avant le savoir-faire, quoi. Presque les compétences techniques, ça s'apprend, c'est presque secondaire, quoi. Mais après le savoir-être, vivre en entreprise, communiquer, tout ça, je pense que c'est ça le plus important au début, quoi. Et c'est comme dans toute relation, la communication en premier. Exactement. Ça marche pas. C'est ce que je dis à ma copine. Ok, du coup, vous, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place dans l'entreprise pour répondre à ces règles-là, à ce concept? Alors, la chose qu'on a mis en place qui, justement, après, en tout cas, j'ai des amis qui m'en ont beaucoup parlé, c'est que j'ai laissé Jonathan vraiment choisir son salaire. Il m'a dit qu'il voulait une augmentation, donc le premier truc. C'est incroyable. Donc, ça c'est la première chose. Moi, quand il m'a demandé une augmentation, j'avais aucune idée j'ai jamais été RH ou comptable ou quoi que ce soit. Donc, je lui ai partagé les chiffres de l'entreprise, je lui ai donné accès au compte en banque et je lui ai dit, on en rediscute la semaine prochaine, mais
moi je me verse autant, voilà ce qu'on gagne à l'entreprise, je sais que tu es quelqu'un de sensé, tu vas faire le choix qui va être le bon pour tout le monde, quoi. Donc ça c'est la première chose, la transparence des salaires. Donc c'est-à-dire le fait de laisser les gens choisir, mais aussi du coup de se dire chacun qu'est-ce qu'on se verse, quoi. Que tout le monde soit au courant à peu près de... Et pour comprendre aussi le mécanisme de comment on choisit combien on va se verser. Voilà. C'est important aussi, je pense. Voilà. Putain, moi qui suis développeur web, est-ce que je suis plus compétent que John qui a une expérience en plus dans le monde des RH pour choisir son salaire? J'étais pas certain de ça, quoi. Donc en soi, pourquoi pas lui donner la responsabilité de choisir son propre salaire? Ça m'apparaissait quand même un peu plus évident en termes de compétences, quoi. Mais est-ce que tu le ferais n'importe qui? C'est la question. Encore une fois, ça dépend du joueur. Oui, à n'importe qui. Non, mais encore une fois, je vais pas. Si quelqu'un rentre dans ma structure, ça sera pas n'importe qui, quoi. Oui, il y aura eu un filtre en amont, il y aura eu quelque chose. Ouais, tu auras fait ta sélection. Et après, c'est facile de le faire parce que c'était le premier aussi, quoi. C'est-à-dire que, regardez ça à l'idée, c'est-à-dire que quand il y a déjà 20 personnes, on peut pas dire à quelqu'un qui rentre, vas-y, choisis ton salaire. Et du coup, il y a aussi, voilà, des questions de dynamique de groupe qui peuvent rentrer en jeu, quoi. Donc ça, c'est une des choses, voilà, qu'on a mis en place. Après, il y a toute la logique sur la flexibilité des horaires, hein. C'est-à-dire même, voilà, sur les congés, sur les horaires. Ben voilà, on a la chance d'être une petite structure, donc on a beaucoup de flexibilité, donc on n'est pas là à... Voilà, encore une fois, c'est de la communication, de la confiance, quoi. Si on doit aller faire des courses, un rendez-vous, on a une imprévue, avoir un week-end un peu plus long, des vacances qui se prennent, des choses comme ça. Voilà, aucun problème à ce niveau-là. Il n'y a aucune règle sur le télétravail, sur quoi que ce soit. Il n'y a aucune rigidité, en fait. C'est vraiment ben voilà, de la confiance, de la communication, du bon sens au jour le jour, quoi. Ouais. Voilà, si des fois on doit pas travailler le matin et rallonger un peu la journée, ou voilà, sur ça, c'est une flexibilité, en fait. Donc vous êtes là pour travailler, mais peu importe la façon, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Du moment que la tâche est effectuée, en fait, et que tout le monde sait quand quelqu'un est présent, surtout pour que, encore une fois, la communication puisse se faire normalement. Je pense que c'est ça l'important. Et bah, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de soucis et tout le travail est fait en bonne intelligence. Donc, j'imagine que c'est que ça marche. C'est que ça marche, et c'est un peu aussi, ça c'est par rapport aux expériences passées, un combat contre le présentéisme, justement dans les grosses boîtes comme Capgemini, Alten, où en fait il y a une espèce de surveillance globale où les gens se regardent un peu sur les horaires, qui c'est qui arrive à quelle heure, qui c'est qui part à quelle heure, la blague de t'as posé ton après-midi quand tu pars à 17h30, t'as l'impression qu'elle est toujours là, quoi. Et donc ça, en fait, j'ai jamais compris ce truc autour du présentéisme. En fait, si t'as pas de travail, tu t'en vas. Si t'as du travail, tu restes un peu plus. Enfin, encore une fois, c'est juste de la logique, quoi. Être payé pour rien faire, ça sert à rien. Voilà. Donc juste, en fait, faire ses heures pour dire aux collègues ou aux gars ou à ton chef, même si c'est quand même en train de changer, hein, je pense que ça évolue quand même dans le bon sens. Mais en tout cas, voilà, on fait pas du tout du présentéisme. S'il y a plus rien à faire parce que voilà, il y a un peu moins de projets ces temps-ci, bon, il y a toujours des choses à faire. Mais en tout cas, voilà, on peut s'organiser un peu comme on veut. Quoi. Oui, parce qu'on sait, après, il y a un juste retour des choses aussi, où le jour où il y a plus à faire, normalement, du coup, la personne est censée rendre un peu l'appareil et dire, ben là, je reste un peu plus, parce qu'en ce moment, on a des gros projets, voilà. Tout à fait. On a eu l'exemple il y a... Voilà, ouais, la semaine dernière, un petit coup de boost, et voilà, on sait que, voilà, bon, ça, il y a des périodes comme ça un peu qui peuvent... Oui, ça arrive. Ça arrive. Et j'avais une question, je ne sais pas si vous le faites, mais au niveau des congés, vous suivez une règle spécifique pour les congés ou vous en avez autant que vous voulez? Comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne question. Pour l'instant, du coup, en tant que seul salarié, du coup, c'est des congés normaux, vraiment faits sur la base de 2 jours et demi par mois. Mais par contre, de la même façon, c'est assez flexible. Par exemple, quand j'ai signé mon contrat avec Arthur, j'ai eu besoin de vacances rapidement. Donc j'ai été dans le négatif très vite sur mes congés, et je les ai rattrapés après, il n'y a pas eu de souci. Donc au final, je pense que on suit les règles, mais que ça se fait de façon tellement fluide qu'on le fait un peu à notre sauce, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, il y a le contrat. Du coup, le contrat, on n'a rien fait de spécifique pour avoir congé illimité, quoi. Même si dans l'idée, je trouve ça cool. Mais on n'a pas mis en place juridiquement et administrativement les démarches pour avoir ça. Mais dans les faits, on n'y est pas opposé, quoi. Chacun fait un peu comme tu veux. Ouais, voilà. Si un jour tu te retrouves avec moins 50 sur ton fixe solde, voilà, ouais. Il y aura sûrement peut-être administrativement. On va faire sauter du truc. Voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est du bon sens, quoi.
Mais non, enfin en tout cas voilà, administrativement il n'y a rien qui est en place pour ça, mais dans la philosophie, ouais, on adhère à ça en tout cas. Et de la même façon, c'est pas vraiment bon bah alors pour tes congés de cet été, faut me prévenir 7 mois à l'avance. Alors ça, nous on est exposé à ce genre de problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'adorerais, j'ai aucun problème à dire tu prends tes congés genre une semaine avant ou deux, on s'en fout. Mais le problème c'est que quand tu as un calendrier de production à suivre par exemple, nous tu vois on a des clients chez qui on doit se déplacer, des audits à faire, des choses comme ça, et au final tu peux pas, on est obligé d'anticiper un minimum, parce que si on cale une prestation chez un client et que finalement le type 2 semaines après il me dit là je pars en vacances, du coup on a des comptes à rendre aux clients, même nous pour les calendriers, tu vois. Ouais, mais justement, l'idée c'est que c'est toi qui prends la responsabilité de dire ok, je gère le planning, je vous mets sur les trucs quoi. Mais en fait le salarié pourrait très bien prendre conscience qu'il y a cette règle de production, adapter ses congés en fonction, tu vois, se responsabiliser lui-même quoi, sans que ça soit toi. Alors ce serait lui qui ferait ses propres plannings. En tout cas il y participerait quoi, il aurait son mot à dire, et après il a son mot à dire. Et du coup, il se dit, ok, bon, là, il y a ça, du coup, je vais peut-être pas poser mes congés. Il aurait la visu sur la congé des autres, tu vois, il y aurait cette organisation où tout le monde, en fait, aurait la responsabilité partagée. Et ça serait pas quelqu'un qui lui dit, ok, là, je sais qu'il y a ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Donc, on s'arrange qu'il y ait toujours quelqu'un pour pouvoir avoir un flux continu. Après, si sur l'été, il y a une semaine où il y a personne, c'est pas là. Ça arrive, ouais. Oui. Mais quand il y a des projets qui sont en cours, où il y a besoin de communication avec le client, on s'arrange vraiment, comme j'ai dit, qu'il y ait toujours quelqu'un. Et pareil, avant de poser un congé, moi je vais vérifier s'il n'y a pas une urgence, justement, s'il n'y a pas à ce moment-là un gros rush de travail ou quoi. Et... Ouais. Je vais pas dire qu'on essaiera peut-être, mais pourquoi pas. Il s'est engagé, il va essayer. Non ouais, j'ai du mal à voir. Je reste ouvert sur le sujet, hein, pourquoi pas. Après le fait d'inclure tout le monde dans la gestion des plannings, ça prendrait du temps, ça serait plus complexe. Déjà on le voit en fait. Nous à la base, il y avait, pour expliquer un peu, il y avait que Franck et moi qui gérons les plannings. Maintenant on est inclus Iba qui gère prioritairement les plannings, et nous après on s'incruste des fois pour la gestion. Et on voit que du coup ça a complexifié énormément le dispositif en fait. Et du coup je me dis, si on alourdit encore avec d'autres personnes qu'on inclut dans la gestion, ça va être chiant. Mais pourquoi pas, après je pense que on sait jamais. Après, dans tous les cas, souvent on dit s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, si on voit qu'on peut le déplacer, ou on essaie d'être le plus intelligent possible dans la façon dont on construit le planning, tu vois. Mais bon, c'est pas toujours facile. Mais ok. Et après, on a un peu répondu à la question, mais vous déjà vous êtes une petite équipe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Timothée aussi qui est avec vous en tant qu'alternant. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette façon de manager? Est-ce que Timothée, du coup vous deux oui, mais est-ce que lui aussi il correspond un peu à ses valeurs? Est-ce que... Ouais, c'est une excellente question. Après, il est en alternance, donc après, encore une fois, ça c'est peut-être une piste d'amélioration pour nous, mais on n'a pas vraiment cadré justement à partir de quand on peut choisir son salaire, à partir de quand il n'y a pas vraiment de phase de démarrage, de rentrée dans le processus de... Voilà, il a besoin d'apprendre, il est en alternance, donc forcément, on peut pas lui donner plus de responsabilités trop tôt non plus, ça serait même contre-productif et ça pourrait presque lui le mettre en danger, ou il aurait trop de pression, il devrait s'impliquer trop vite dans des choix techniques et de vision qui correspondent pas encore peut-être à ses compétences. Donc ça, le bon moment en fait pour vraiment embarquer complètement la personne, c'est vrai que c'est pas facile à répondre. Après sur la philosophie, oui, je pense qu'il est plutôt d'accord, on a discuté avec lui et il est content de participer. Voilà, des fois on fait des chiffrages tous ensemble, des choses où il a son mot à dire, même voilà, son avis compte quoi. Et je pense que ça, ça lui plaît quoi, de savoir que les éléments techniques qu'il peut apporter, tout ça compte, on le prend en compte et après, évidemment, on y apporte de la nuance et avec notre expérience, des fois, on l'ajuste d'un côté ou de l'autre, quoi. Mais oui, globalement, je pense qu'il est plutôt en phase avec ça. Faudrait lui poser directement la question. Hein. Mais il est pas là aujourd'hui. Mais on lui posera. Mais je pense que c'est formateur aussi, parce que du coup, c'est pas l'alternant café, quoi. Comme disait Arthur, il est impliqué sur des décisions, sur des chiffrages de projets et ce genre de choses. Et du coup, c'est une expérience
réel du monde du travail. Et je pense que ça l'aide énormément sur les différentes montées en compétences et aussi sur la partie dont tu parlais plus tôt, le savoir-être. Tout à fait, ouais. Parce que voilà, Ça, c'est important aussi. c'est ça. Et je trouve qu'en fait, être impliqué, ça aide énormément pour cette montée en compétences. Et un truc qu'on n'a pas dit depuis le début aussi, mais c'est que cette façon de faire, ça implique beaucoup le salarié dans la boîte. Moi, je sais que je me sens vraiment partie intégrante de Zoom et je suis pas juste là pour Faire du code. faire mes heures, faire mon code et repartir à la maison. Je me sens impliqué sur le fait que la boîte elle aille bien financièrement, que Arthur il aille bien aussi. On fait des points réguliers et c'est pas que des points sur et du coup le code et tout ça, c'est comment ça va en ce moment, est-ce que tout se passe bien, c'est vraiment mettre le côté humain au centre de la boîte au final, je pense, l'intérêt de cette entreprise libérée. Et ça pour toi aussi, en termes de motivation, je pense que il n'y a pas mieux quoi. C'est super motivant et comme on disait tout à l'heure, il y a des moments où tu as des rushs de travail et d'être impliqué et d'avoir cette motivation, en fait tu le fais avec plaisir parce que il y a besoin, donc tu le fais pour la boîte et c'est pas... En fait toi t'as la meilleure position. T'as les avantages, c'est ta boîte, mais sans les pertes s'il y a des problèmes. Sans les... Oui et non, parce que du coup, s'il y a un problème, ça t'impacte directement. Du coup, en fait, je me sens plus impacté parce que justement, étant donné que je suis plus impliqué, c'est. Et alors, il y a une question qui va se poser. Je sais même pas si vous voulez te poser, mais est-ce que ça marche dans les deux sens au niveau du salaire? Ce qui veut dire que si ça va bien, on l'augmente, mais est-ce que si ça va mal, on le descend? Ouais, on en a parlé. S'il y a un problème dans le futur, j'ai pu choisir mon salaire et du coup, pour parler de la démarche aussi de ça, je l'ai fait en regardant le marché actuel et j'ai demandé en fait ce qui me semblait raisonnable. J'ai pas poussé ou quoi, mais on a dit que oui, si à un moment ça va moins, on diminuerait le salaire vu que c'est possible d'un commun accord. Ouais. Je le dis devant la caméra, j'ai accepté. Tu peux plus reculer. Ça y est, c'est fini. Et ouais, mais ça me semble normal justement. Il faut pour que ce soit fait en bonne intelligence et dans le respect, ça va, comme tu dis, dans les deux sens. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Souvent, on l'oublie. Ouais. Mais j'ai l'impression que de nos jours, on pense que vraiment l'entreprise doit quelque chose. Enfin, ça c'est sûr, l'entreprise doit quelque chose aux salariés, mais que ça va pas dans les deux sens et que c'est toujours à l'entreprise de faire des concessions. Nous encore, j'ai l'impression qu'on a de la chance parce que dans l'environnement dans lequel on est, ça va. Mais quand j'entends parler des collègues, des amis à moi qui sont salariés, et je leur dis ouais mais attends, mais tu demandes de tout ça, mais toi qu'est-ce que tu fais en échange, tu vois? Tu peux pas juste parce que ça va pas te mettre en maladie. Du coup ça n'a plus aucun sens. Pourquoi la personne ferait quelque chose pour toi alors que toi tu fais pas grand chose pour lui, tu vois? Oui, il y a une réciprocité, ouais. Exactement. Après, c'est le fou la poule qui s'est conduit mal en premier. Donc si ça va pas, c'est ça. Si ça va pas et que t'as besoin de te mettre en arrêt maladie, c'est peut-être que il y a eu quelque chose en amont qui a créé ça. Mais du coup, la communication encore une fois. Tout à fait. Et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'on a tendance à baisser un peu trop rapidement les bras sans dialogue. Tu vois, et c'est pour ça que tu parles de communication. Ouais. Nous, souvent, quand on intervient dans les entreprises pour tout ce qui est problématique sur les risques psychosociaux, on se rend compte que on dit souvent le dialogue est coupé, mais en fait non, il a jamais eu lieu. Chacun a ses positions, ses revendications, mais en fait il y a pas du tout de discussion entre les deux parties, quoi, parce que chacun se dit que l'autre va pas l'écouter. Donc à partir de ce moment, c'est sûr que tu parles pas. Donc c'est toujours problématique. Et on va arriver sur un truc. Est-ce que vous pensez que il peut y avoir des dérives sur le sujet de l'entreprise libérée ou sur votre thématique, et quelles sont-elles? Ouais. Même si elles sont un peu obvious. Il y en a une qui me vient tout de suite, mais juste avant, sur ce qu'on fait aussi, du coup il y a aussi la partie transparence, même avec Timothée. Voilà, l'idée c'est de lui donner accès aux factures, aux devis, aux propositions de solutions. Donc il y a aussi ce côté de transparence qui est très très important. Donc voilà, après c'est pour la transparence totale. Pour un alternant, à partir de quel moment il intervient, ça la question peut se poser. On n'a pas encore vraiment cadré peut-être, et on devrait le faire justement, se dire ok, quand tu deviens embauché, tu as accès vraiment à toute la base de connaissances et tu as 100% des informations, quoi. Mais ça c'est super important. Et John l'a mentionné, mais voilà, ce que je valorise vraiment, c'est l'équilibre pro-perso, quoi. Ça c'est super important, on s'en rend pas assez compte, mais voilà, le fait de
être équilibré, pas trop bosser, voilà, d'avoir cet équilibre. Et ça fait partie, voilà, de mettre l'humain au centre, ça fait partie complètement c'est même peut-être le point essentiel, quoi. C'est-à-dire, voilà, ça reste du travail, il n'y a rien de grave, faut pas mettre sa santé, aller trop loin. Voilà, on connaît toutes les problématiques, justement, sur les risques psychosociaux, les trucs de burn-out, ça. Donc, voilà, c'est très important aussi de mettre une limite des fois, d'en discuter, de pas aller trop loin au niveau du boulot, quoi. Et de plus en plus, je trouve que les gens autour de nous, ils ont du mal des fois à compartimenter un peu ces deux univers-là, quoi. Et encore nous, on a un peu de chance parce qu'on arrive, mais un super environnement pour ça, quand tu vois, alors sans cibler les Parisiens, mais c'est vrai, tous mes potes ils rentrent tous les soirs à 20h, il y en a à 22h et tout, mais je suis là, mais vous vivez quand même. Voilà, ouais, ça. Donc voilà, ça faut pas oublier. Et du coup, là, sur les dérives, la principale dérive, je pense, c'est la surresponsabilisation des salariés, quoi. C'est-à-dire, en fait, on va leur donner trop de responsabilités qui sont pas forcément prêts, peut-être, ou c'est peut-être trop tôt. Donc voilà, comme il disait, on s'implique dans la boîte et il faut pas se surimpliquer, quoi. En tout cas, le choix du salariat, des fois, c'est aussi parce que on a envie justement de bien compartimenter et de pas que ce soit poreux entre l'entreprise et le perso, quoi. Et du coup, quand on commence à choisir son salaire, être impliqué sur les résultats, avoir de la flexibilité des horaires, on peut aussi, voilà, les congés limités, on peut avoir la tentation d'aller de l'autre côté du spectre, à travailler trop, à se dire, ok, si je travaille plus, l'entreprise va aller mieux, je vais pouvoir me réaugmenter. Donc voilà, en fait, de trop se sentir impliqué, et du coup de vouloir trop en faire, de devoir prouver, tout ça, je pense que c'est le principal danger, en fait, quoi. Et se prouver à soi-même aussi. Se prouver à soi-même, dire, voilà, cette jeune en parlera mieux que moi, mais quand il a augmenté son salaire, je pense que c'est un phénomène de devoir prouver, dire, ok, je mérite, tu vois, de se dire, voilà, j'ai demandé ça, je le vaux bien, quoi. Et c'est vrai qu'on dit souvent, moi j'ai salaire limité, je demande 100K. En fait, non, personne fait ça. T'arrives le matin, il faut te dire bonjour aux gens. Oui, faut assumer après. Voilà. Donc, y a ça, faut faire attention, du coup. Voilà. Il n'y a pas besoin de prouver, quoi. C'est vrai, parce qu'au final, les salaires, tout le monde y a accès. D'après le truc, donc oui, si t'arrives et que tu te fous un salaire énorme. Voilà, faut dire bonjour aux gens. Oui, voilà, et ça casse une dynamique de groupe, donc ça peut être le danger. Voilà, faut pas se surresponsabiliser, faut pas avoir à prouver, en fait, faut rester dans une démarche assez normale, en fait, quoi. Un des premiers trucs que Arthur m'a dit quand j'ai demandé mon augmentation aussi, c'était mais par contre, faut pas que tu te dises qu'il y en a plus qui est attendu de toi avant et après l'augmentation et tout ça, voilà. Tout ce qu'il a dit, il mettait un vrai point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de stress supplémentaire, en fait. Ouais. Et pour la transparence, il y a un truc, je pense que c'est plus facile à faire dans une petite boîte, parce qu'on peut en parler à l'oral comme ça, on sait qui gagne quoi. Dans une grosse boîte, je pense, j'ai pas la réponse, mais qu'il y a la problématique de respect des données personnelles. Je pense que si quelqu'un est pas d'accord avec le fait qu'on partage son salaire, le fait de, par exemple, mettre ça dans un tableau Excel partagé à tout le monde, je pense que c'est... Ouais, tout en malo. Ouais, voilà, c'est ça. On n'embauche pas, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est une des conditions. Tu signes un truc pour dire... ouais, je comprends. Mais okay. Après, par contre, ce qu'il a dit, c'est très important. Faut pas croire que c'est applicable, et c'est même, je pense, pas applicable dans la principe, et ça, je pense que tu vas le dire aussi, mais c'est une limite, quoi. Et j'ai les questions des internautes, oui, celui-là. Mais par contre, est-ce que vous avez des conseils, notamment, on va prendre le cas, imaginons, de Prévensis, pour instaurer ça? Instaurer les différents principes qu'on a parlé, la transparence, une hiérarchie un peu plus horizontale, des choses comme ça. De même Prévensis, voilà, on veut instaurer ça, elle veut choisir son salaire. Comment on fait? Vous êtes combien aujourd'hui chez... On est 8. On est 8, oui, pour reconstituer. On est 8, 2 alternants, 3 associés et 3 CDI. Oui, c'est une excellente question. Parce que en soi, quand c'est depuis le début, quand on va dire que c'est une petite boîte comme vous, que ça a été créé comme ça, mais moi si je dois avoir des petits conseils à... Ouais. Bon, après déjà la volumétrie, moi je dis souvent que en dessous de 10, ça reste quand même complètement gérable, quoi. C'est-à-dire qu'en plus vous connaissez bien, c'est taille humaine, on se côtoie souvent, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Après déjà... les conseils, moi je pense que le premier conseil c'est vraiment d'être transparent sur les chiffres de l'entreprise, quoi, mais vraiment sur tous les chiffres. Donc après voilà,
au début sur des stagiaires, des alternants, surtout au démarrage, là j'ai pas la réponse magique à partir de justement est-ce que c'est le premier mois, la personne elle arrive, est-ce qu'il faut lui donner accès à tout direct, bon. Il faut qu'il débloque des niveaux avant. Ouais, ça j'ai pas encore la réponse, mais en tout cas on va dire pour le cas général, être transparent voilà sur. Encore une fois, je vais prendre mon expérience passée, mais nous, on est des consultants, on est facturés à des clients avec des gens qui prennent des marges et des marges sur des marges, et au final, on ne sait pas vraiment, à la fin, le travail qu'on produit, quelle est sa valeur, quoi. Et ça, je pense, c'est un vrai problème, et ça change beaucoup le rapport au temps qu'on a. Avant, quand on est un salarié, en fait, on a envie que le temps passe plus vite, parce qu'on n'est pas conscient de la valeur du temps qu'on produit, enfin, opérationnellement, le temps qu'on passe, combien il coûte, quoi. Donc, en fait, avoir une idée de sa valeur, déjà, dans l'entreprise, et c'est super important, je pense. Donc déjà, c'est que Aya qui travaille tous les jours, elle a une idée de sa valeur, en fait, qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise, elle, ce travail qu'elle travaille tous les jours, voilà, qu'est-ce que ça représente dans les devis, comment c'est formalisé, voilà, est-ce que ça rapporte, est-ce que c'est une tâche transverse, est-ce qu'elle facilite le travail des gens, donc c'est plus facile pour les boulots un peu plus opérationnels et qui sont moins transverses. Oui, parce que voilà. comme nous on vend, voilà, c'est ça, mais en tout cas, du coup, d'être transparent sur les devis qui sont faits, sur les factures, sur tout ça, sur les chiffres d'affaires, sur les bénéfices, sur combien on peut vers chacun, sans aller dans la transparence des salaires, mais déjà, voilà, d'avoir, voilà, par exemple, rien qu'une prestation que vous allez vendre, que tout le monde ait accès au chiffre total de combien est vendue cette prestation pour avoir une idée de sa valeur. Ça, je pense, c'est le premier point. De connaître sa valeur, en fait, le travail qu'on fait, combien il vaut, quoi, tout simplement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et je me rends compte que nous, tu vois, c'est vrai qu'on est transparent sur ce qu'on facture, tout ça, enfin, tout le monde est au courant de nos prix, des salaires à peu près comme de l'entreprise, mais je pense pas qu'ils ont la notion de leur valeur. Voilà, parce qu'après de se dire ok, là il y a la marge, là il y a ça, là ça vaut ça, là il y a le déplacement, voilà, d'avoir une idée un peu de découper tout ça, quoi. C'est assez compliqué parce que la valeur elle évolue en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans l'entreprise. Bien sûr, mais après je dis pas que c'est simple. Hein. Et parce que nous, par exemple, si on a un seul consultant, on vendra pareil le tarif horaire, mais derrière on aura beaucoup de frais de gestion, parce qu'on a beaucoup de back-off, on est quand même très staffé dans l'équipe. Et du coup, plus t'as de consultants et au final, plus t'as de rentabilité, donc la valeur de la personne augmente. Ouais, mais ça, c'est toi le niveau d'information que t'as, en fait, faut juste le partager un peu plus bas, quoi. Tout à fait. Ça, pour le coup, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que même pour la vie pour les collaborateurs de façon générale, ils sont plus, comment dire, ils comprennent mieux les choix de l'entreprise quand ils ont toutes les données. Souvent, si c'est un jeu d'information manquante, et du coup, ça peut générer des frustrations, des incompréhensions, alors que quand on a toutes les cartes en main, en fait, c'est beaucoup plus facile de comprendre les décisions, quoi. Ouais, c'est ça. Et même aussi, des fois, quand on a une décision à prendre, de dire, ok, nous, on pense que ça, c'est une bonne décision, mais est-ce que vous pensez la même chose? Mais en donnant toutes les infos. Parce que forcément, sinon, c'est biaisé. Comme Arthur a commencé à dire, l'important, c'est de donner des chiffres. Ce que j'avais fait dans une de mes anciennes boîtes où je m'occupais de la partie financière, avec l'accord des dirigeants bien sûr, c'était qu'une fois par mois en fait, je faisais un petit rapport de ce mois-ci voilà combien on a dépensé total, et en fait je le séparais en différentes petites catégories. Charges salariales, mais du coup c'était tous les salaires de la boîte ensemble, il n'y avait pas le détail. Les autres charges, les déplacements, ce genre de choses. Combien on avait gagné sur différentes prestations ou autres, et même du coup la trésorerie. Ok, tu faisais la trésorerie, ça allait être une de mes questions. Et du coup la trésorerie elle était connue de tous. Voilà. Donc il n'y avait pas le détail par salarié, mais ces grosses choses importantes qui étaient dépenses, rentrées et combien il reste, ça c'était connu de tous et mis à jour une fois par mois. C'est marrant parce que j'ai eu une conversation de ça il y a longtemps avec quelqu'un et ça m'avait marqué. Et il m'avait dit qu'il avait fait ça. Il avait partagé la trésor chaque mois, il faisait un point sur la trésor et que c'était devenu un sujet plus anxiogène qu'autre chose. C'est une des limites, tu vois, Donc je pense que ça c'est bien quand t'es large, quand t'as une très bonne trésor. Mais si t'es un peu limite, tu vois, ça peut devenir un sujet qui fait grincer les dents, tu vois. Vous, comment vous l'avez vécu? Vous étiez large? Alors ça dépendait quand. Mais en fait, du coup, surtout, il y avait ce côté de transparence qui permettait d'expliquer certains choix de la direction. Tout à fait. Sur, là, ce mois-ci, on ne fait pas d'augmentation de salaire parce que, comme vous voyez, la trésorerie, elle descend.
Si on fait des augmentations de salaire, on perd 3 mois de trésorerie et du coup ça nous laisse pas le temps de faire ce qu'on veut sur la stratégie long terme. Ouais. Donc il y a ce côté qui peut être anxiogène, mais surtout au risque de me répéter, avec cette communication et cette transparence, ça permet vraiment d'expliquer ces différents choix. Donc sur des compagnies de ce genre, je pense que ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Voilà. Ok, on peut peut-être faire un mix en donnant chaque mois les chiffres charges entrées, et des fois quand il y a des grandes décisions d'ouvrir un peu la vue sur la trésor pour dire là on est dans cette situation là, donc c'est pour ça qu'on fait tel et tel choix. Ouais, totalement. En vrai c'est une bonne idée, je vais en parler à notre directeur financier. Super. Maintenant on a un petit point à faire. Le dernier point, c'est sur la question des internautes. Très intéressant. Merci à tous à chaque fois de nous envoyer toutes vos questions. C'est vraiment super. Première, alors on en a un peu parlé. Comment réussir une entreprise libérée? Là, on va dire si demain on crée sa entreprise, comment la réussir? Hors transparence, du coup, on a fait la transparence. Déjà, c'est vraiment une question de profil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, justement, ils ont envie d'avoir presque un travail alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller au travail, ils ont envie d'avoir leur salaire, et c'est pas leur passion. Et ça, faut être très à l'aise avec ça, quoi. Et ça, du coup, c'est quand même le premier point. C'est-à-dire, c'est de choisir des personnes qui ont envie de s'impliquer dans l'entreprise, quoi. Si c'est des personnes qui ont envie de faire ce travail parce que juste ils ont envie de purement opérationnel, ça leur plaît, mais pas plus que ça, il faut être très à l'aise avec ça. Faut pas vous leur demander plus s'ils n'ont pas envie non plus d'en faire plus, quoi. Donc ça, déjà, le premier point, c'est d'en discuter avec les futurs collaborateurs et leur poser la question, à quel degré ils ont envie de s'impliquer dans l'entreprise, quoi. Est-ce qu'ils sont d'accord avec tous ces concepts qu'on a évoqués? Et parce qu'après, si on commence à imposer à quelqu'un, et les gens ils veulent pas choisir leur salaire, quoi. Et ils ont juste envie, ils ont pas envie de prendre des décisions, ils ont juste envie d'être exécutants, de faire les choses qu'on leur dit. Et donc ça, il faut être très honnête avec ça, et c'est très bien aussi. Il faut juste l'assumer, quoi. Et pourtant, je pense que tout le monde n'est pas honnête avec soi-même, parce que quand on en parle, choisir son salaire, tout le monde est là, ah ouais, c'est trop bien, j'aimerais trop faire ça. Et tu vois, alors que des fois, facile, hein, je pense que quand c'est très attirant, ça attire beaucoup, mais quand tu y es, je pense que tu dois réfléchir différemment. Ouais. J'avoue que quand tu me l'as dit la première fois, j'étais attends quoi? J'étais un tout petit peu perdu, et du coup ça a demandé le petit temps de réflexion derrière pour voir. Mais c'était comme ça de but en blanc, quand on te l'a pas annoncé avant, ça surprend. C'est clair. On en avait parlé, et quand il me l'avait dit, c'est vrai que j'étais aussi surpris. J'étais là. Comment choisir son salaire en tant que salarié? Ce qui est la prochaine question. Pas mal. T'as vu ça? Donc je refais pour que la vidéo Instagram soit bien. Comment fait-on pour choisir son salaire en tant que salarié? Du coup, je vais parler de mon expérience. Je pense que j'ai demandé un peu plus. Enfin, j'ai choisi un peu plus que ce que j'aurais fait juste en pure négociation, pas de beaucoup, mais j'ai arrondi vraiment sur. J'ai fait mes comptes vraiment. Alors ma vie, combien est-ce que je dépense, combien il faut pour être juste à l'aise et ce genre de choses. J'ai regardé le prix du marché. J'ai fait en vrai le prix du marché c'est tant. Et par contre, si je rajoute ces 1 000 euros par an, ça change beaucoup de choses. Donc comment j'ai fait ma réflexion. T'as croisé en fait plusieurs choses. T'as croisé un peu ta vie perso, la vie de l'entreprise et la vie du monde du travail, quoi. C'est ça, ouais. En fait, j'ai passé aussi du temps, et je les ai envoyés à Arthur, à faire des calculs sur l'augmentation. Avec les charges patronales et tout ça. Ah oui, ça allait coûter, ouais. Combien ça allait coûter. Ça, c'est bien. Et c'est gentil de ta part. Et sur en fait combien de jours de travail en plus était nécessaire. En fait, je lui dis là en fait pour être rentable, il faut que tu me factures au client tant de jours par mois, et avec cette augmentation, tu rajoutes je sais plus combien c'était, mais 3-4 jours par mois. Et en faisant ces 3-4 jours par mois en plus, ça paye la différence de salaire. Donc,
dans mon cadre, c'est facile parce que c'est vraiment une journée vaut temps. Donc je pense que c'était plus facile de faire c'est assez ce genre de calcul. Mais voilà comment j'ai fait. Ok, super intéressant. Et on a une toute dernière question de Jean-Claude de 32 qui dit « Je suis dans une grande entreprise. Est-ce que ce principe peut être mis en place ?» Démissionne, c'est dit. Moi Jean-Claude, je suis désolé, on peut tout arrêter. Quel âge il a Jean-Claude? Jean-Claude, il a 55 ans, Jean-Claude. C'est mon voisin. Tiens, Jean-Claude. On en a aussi un peu parlé du coup. Oui, on en a un peu parlé. Et c'est pour ça que j'ai coupé court au sujet, parce que sinon j'aurais plus rien à dire en fait. Je pense que ça peut devenir plus compliqué. Je pense que je sais pas à quel point ça peut scale facilement. Je pense que tout est faisable, mais que ça demande beaucoup plus d'organisation. Avec si c'est pas en place et que la boîte veut le mettre en place, je pense que ça demandera beaucoup de réunionites avec beaucoup d'informations à tout le monde. Est-ce que tout le monde est d'accord, des sondages et tout ça. La fameuse conduite du changement, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Il me semble. Je pense que c'est compliqué mais faisable. Ouais, je suis d'accord. Après, ce qu'on peut lui conseiller à Jean-Claude, c'est en fait d'abord de le faire au niveau de son équipe, quoi. Déjà, de faire du micromanagement. Voilà, ça, c'est-à-dire que déjà si au niveau de son équipe à lui, il s'entend bien avec ses collègues, il s'entend bien avec son manager, et qu'ils ont une dynamique de groupe positive, que déjà ils sont plus dans le contrôle du gars d'à côté, s'ils sont déjà flexibles entre eux, sans forcément reporter au grand chef si la structure est vraiment trop grande, justement pour essayer un peu de couper toute cette inertie, cette lenteur, cette pyramide un peu. Mais déjà, si au niveau de son équipe, avec ses collègues, ils arrivent à mettre cette dynamique, eux entre eux, ils partagent un peu déjà toutes ces pratiques-là, ils sont transparents sur pas mal de choses, ils sont flexibles sur les horaires, sur les congés, ils discutent entre eux pour s'organiser, voilà. Déjà dans leur petite équipe, s'ils sont une petite dizaine, j'imagine, dans leur groupe projet, c'est déjà très bien, quoi. Et après, peut-être que le projet d'à côté, ils vont se dire, putain, ils sont trop bien, eux, ils s'organisent bien. Et puis après, ça va transpirer sur l'équipe d'à côté, etc., quoi. Donc vraiment, en fait, c'est d'être lui-même le moteur, quoi. De pas essayer d'attendre que ça soit une direction politique au niveau du top management de l'entreprise qui fasse ça. Mais vraiment que, lui, à son petit niveau, il discute avec ses 2-3 collègues, peut-être avec son responsable, et qui dit, j'ai vu ces 2-3 trucs-là, qu'est-ce que vous en pensez? De le mettre en place au niveau de la petite équipe, et après, peut-être que ça fera des petits et que ça marchera au niveau global de l'entreprise. Ouais, parce que c'est vrai que, imaginons si on fait, comme j'ai pris le mot de micromanagement, mais si à chaque fois une équipe de 1000 personnes, on fait 100 équipes de 10, c'est beaucoup plus simple. Bien sûr, j'aime bien les équipes. J'aime bien. Pour le coup, si on fait ça et que chaque manager gère, on va dire, est capitaine de son équipe, ça fait une grande entreprise libérée sans vraiment de contraintes. De hiérarchie. Chaque équipe fait ça. En autonomie. Au bout d'un moment, toute la ligue s'y mettra. Exactement. Ok. D'agir à son niveau, en fait, pas forcément attendre que ça soit une directive globale, quoi. Ok. Merci. Merci pour tous ces conseils et ces discussions qui étaient très intéressantes. Merci de nous avoir reçus. Merci pour avec grand plaisir. Vous étiez à côté, donc on s'est dit pourquoi pas. Merci à vous de nous avoir écoutés, en tout cas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast sur le télétravail. Une équipe pas 100% en télétravail. Et avec Gwen qui est aussi dans nos locaux et qui vous expliquera comment lui justement gère ce management de télétravail. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux.